La plus belle forme de réhabilitation des communards serait que soient enfin mises en œuvre les mesures démocratiques et sociales de la commune. Nous sommes certains que cette pièce participe de ce combat. Ensemble, réhabilitons le passé si nous voulons construire l'avenir. Je vous souhaite un bon spectacle. Pardon, monsieur, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que tous ces drapeaux rouges? C'est la Révolution ou quoi? On commémore? Quoi? La commune de 1871? Les barbares qui ont incendié Paris? Ah si, des bandits, des criminels, je le sais, j'ai un arrière-arrière-grand-oncle qui en était. La honte pour notre famille. Je vous laisse à vos danses folkloriques, je rentre chez moi. Comme tu traites mal ma mémoire, Marianne. On se connaît. Pourquoi vous me tutoyez? Et comment connaissez-vous mon prénom? Mais moi qui croyais te faire honneur, moi qui suis mort pour ta liberté, tu me fais de la peine. Mais qui êtes-vous? Les photos moisies que tu as au fond de ta cave, c'est moi, Auguste, ton arrière-arrière-grand-oncle. Auguste? Mais que faites-vous là? Depuis 146 ans, je suis là chaque 18 mars, sur cette place de l'hôtel de ville. Je vous imaginais plus vieux. Je suis mort en ma pleine force. On ne m'a jamais dit comment. Reste là. Je vais te raconter mon histoire. Ton histoire. Les conditions de vie sont rudes. Vraiment rudes. La misère déplace les hommes, mais les femmes aussi, qui viennent à Paris pour être piqueuses de bottines, ouvrières dans les manufactures de tapis ou blanchisseuses. On travaille de 12 à 16 heures par jour, 6 jours par semaine. Les ateliers sans air, sans lumière, sont malsains. Et les femmes gagnent 2 francs par jour. Oui, mais la moitié du salaire d'un homme. Et d'autres femmes, hélas, n'ont que la rue. Ce n'est pas un choix, c'est la misère qui les y oblige. Moi, la nuit, je suis pauvre. Moi, je ne suis qu'une femme des faubourgs. C'était ça ou la misère. Et les enfants dans tout ça? Nos enfants, ils travaillent dans les ateliers, à la forge, n'importe. Dès 8 ans, ils font de l'acier, portent des charges, moulent des briques, font le ménage pour 3 sous. Mais la place d'un enfant est à l'école. Mon ami Eulalie en a déjà 2 au cimetière. Il faut être riche pour parler comme vous le faites, madame. Et les hommes? Oh, les hommes, certains ne sont pas mieux lotis. Prenez par exemple mon mari Hector. Il est ouvrier tanneur sur la Bièvre. La Bièvre, c'est la rivière qui fait égout à ciel ouvert au pied de la butte aux cailles. Vous situez? Dans mon quartier, ça pue, je vous le garantis. Les 10 premiers jours, on vomit. Après, on s'y fait. Octave, il est démolisseur. Les vieilles maisons du centre, il en fait des ruines. Faut percer les nouveaux boulevards au baron Haussmann. Rien que la nourriture, ça coûte les 3/4 de ce qu'on gagne. Achille, lui, il est maçon. Les immeubles haussmanniens, il les construit. Et c'est grand luxe. Mais tous les jours, devant chez lui, il y a un taudis. Il y a monsieur Vautour, huissier de justice, qui l'attend. C'est des vidings qu'on a. Article 1, les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais Hector, c'est l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. Exactement. C'était en juillet 1870. La guerre a éclaté entre la France et la Prusse. Mais quelques semaines après le début des combats, l'empereur Napoléon III s'est rendu. Il est fait prisonnier par les Prussiens à Sedan. Puis, les choses sont allées très vite. 2 jours plus tard, le 4 septembre à Paris, la République est proclamée.
Mais les Prussiens approchent. Des milliers d'ouvriers s'enrôlent dans la garde nationale, cette milice citoyenne. 15 jours plus tard, les Prussiens sont là. Tous aux fortifications, Paris est assiégé. Puis les mois passent. Sous les bombardements par un hiver glacial, la famine s'installe. Le rat, le chat tiennent lieu de lapin dans les marmites. En tant que journaliste républicain, moi de l'Écluse, je rapporte des réalités difficiles à supporter. Tous les jours, on retrouve des gens morts, congelés par le froid terrible. Seuls les riches mangent à leur faim. Les Parisiens n'en peuvent plus, mais ils résistent. Les Prussiens n'auront pas Paris. Et le gouvernement ne fait rien. Le chef du gouvernement, Trochu et sa clique, verse des larmes de crocodile. Il justifie sa capitulation sans bataille. La guerre, dit-il, empêche le commerce et les affaires. Mais moi, je dis, le commerce et les affaires pour qui? Pour faire manger qui? Pour payer les loyers de qui? Paris capitule. Paris se rend sans avoir combattu. Tous ces morts pour rien, j'ai honte. Gouvernement de défection nationale. Une nouvelle Assemblée nationale s'est installée à Bordeaux, loin des Prussiens. Un nouveau souffle républicain se lève. Mais catastrophe! Les nouveaux députés, pas un n'est républicain. Pas le moins du monde. Nous sommes monarchistes dans l'ensemble, voyez-vous. Oh, oh, elle est jolie, votre République. Mais nous, on ne l'aime pas. Faut nous comprendre. Nous n'avons qu'un seul ennemi. Le prolétaire du Paris des faubourgs, qui se prend pour le nombril de la France, qui voudrait tout commander, abolir la propriété privée. Classe laborieuse, classe dangereuse. Début 1871, c'était la République. Mais l'heure n'était ni à la liberté, ni à l'égalité, ni à la fraternité. Messieurs les députés, à la majorité, Monsieur Adolphe Thiers est désigné chef du pouvoir exécutif. Félicitations, Monsieur Thiers. Merci, messieurs. À présent que vous me remettez aux affaires, je vais en votre nom conclure une paix définitive avec Bismarck et forcer Paris à rendre ses armes. Croyez-en ma longue expérience de ministre de l'Intérieur. Je maquerai la classe ouvrière. Ensuite, nous reparlerons ensemble de votre volonté de rétablir la monarchie. Parisiens, vous avez entendu? Nous avons toujours nos canons de guerre. Servons-nous-en pour protéger la République. Messieurs les députés, les ouvriers et les commerçants parisiens doivent 6 mois de loyer et d'échéance à leurs propriétaires. La guerre est finie, que diable! Exigeons-en le paiement immédiat. Soldats de la garde nationale, vous avez entendu, l'Assemblée nous provoque. Allons-nous nous laisser faire? Que chaque légion d'arrondissement élise ses représentants. Notre fédération rassemble la quasi-totalité des bataillons de Paris. Et notre comité central représente les ouvriers en armes. Vive les fédérés! L'Assemblée quittera Bordeaux sous 8 jours pour Versailles, la capitale des rois, car Paris n'est plus la capitale de la France. Quant aux Parisiens, désarmez-les, Monsieur Thiers. Vite! Le 18 mars 1871, au petit matin, sur la butte Montmartre, le gouvernement tente de voler les canons. Entraînés par Louise Michel, les femmes de Paris alertent la population. Réveillez-vous, citoyens. Sortez de chez vous, l'armée est là. Aux armes! Aux armes! Aux armes! Arrêtez! Ne bougez plus! Allez, allez! Mais lâchez tout! Qu'est-ce que vous faites là? Je vous connais, soldats! Vous ne tirerez pas sur le peuple! Silence, canaille! Je suis le général Lecomte. Ces canons appartiennent à l'État. Si vous persistez à empêcher leur évacuation, je commanderai le feu contre vous. De quoi? Descends de ton cheval, capitulard! Ces canons sont à nous! On les a payés avec notre argent par souscription populaire! Soldats, apprêtez armes! En joue! Non! Ne tirez pas, les gars! Vous allez tuer des ouvriers comme vous! Feu! Feu! Feu, mais tirez, voyons! Non, ne tirez pas! Avec nous! Rejoignez-nous! Crosse en l'air! Crosse en l'air! Ils sont avec nous! Oh, bravo les gars!
Dans chaque rue de Paris, une barricade est dressée pour subir les assauts de la troupe. Mais c'est alors que s'est produit l'inimaginable. Thiers et sa clique fuient à Versailles. Il ordonne que le jour même, le gouvernement, l'armée, les corps constitués, les fonctionnaires quittent Paris par tous les moyens et dans les meilleurs délais. Le 18 mars 1871, au soir, le comité central de la garde nationale se réunit derrière ses vitres. Ils sont propulsés aux commandes d'une ville libérée de tous les pouvoirs officiels et ils n'en reviennent pas. Après 10 jours de liesse, ils élisent leur gouvernement, la Commune de Paris. Les ouvriers viennent présenter leur grand projet égalitaire. Comme le dit Eugène Varlin, vous savez le relieur, tant qu'un homme pourra mourir de faim à la porte d'un palais où tout regorge, il n'y aura rien de stable dans les institutions humaines. La routine, les préjugés entre les hommes sont les pires obstacles au progrès. Il faut mettre toutes nos forces en commun. Que les crèves la faim se lèvent. Paris s'agite, réclame, se soulève et veut changer les lois qui donnent tout pouvoir aux riches sur les travailleurs. Nul prolétaire ne rentrera dans son trou. Mieux vaut crever dans la révolte. Mais Auguste, la commune, qu'est-ce que c'est exactement? Un gouvernement démocratique, républicain, constitué de tous les élus d'arrondissement. Une ville qui se dirige elle-même. C'est le premier gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, de toute l'histoire de France. Un gouvernement parallèle? Un gouvernement démocratique avec des citoyens comme nous? Des ouvriers, des artisans, des intellectuels, des artistes, et de toutes les nuances. Fouriéristes, blanquistes, anarchistes, proudhoniens, francs-maçons, marxistes, internationalistes, mais tous républicains. Quel mal ils ont dû avoir à s'entendre entre eux? C'est le grand problème de la démocratie. Et alors? Mardi, 28 mars 1871 à midi, toute la place et le quartier sont envahis par une foule énorme. À la tribune, les 90 élus de la commune. Parmi eux, Ranvier, maire du 20e arrondissement, s'avance. Citoyens, mon cœur est tellement plein de joie que je ne peux prononcer un discours. Mais permettez-moi de glorifier le peuple de Paris pour l'immense exemple qu'il donne au monde. Votre commune est constituée. Au nom du peuple, la commune est proclamée. Vive la commune! Adieu le vieux monde! Alors, Marianne, qu'est-ce que tu dis de ça? Ben, que la guerre civile, vous l'avez bien cherché. Quelle folie, quelle utopie! C'était couru d'avance que tout ça finirait dans un bain de sang. Complètement dingue! Mais tu voulais quoi? Qu'on reste les bras croisés? Les fédérés ont combattu pendant 2 mois, les Versaillais ont bombardé Paris jusqu'à l'assaut final et tué les prisonniers. Et sais-tu ce qu'ont fait les Parisiens pendant ces 2 mois? Ils ont construit leur république. Citoyens, vous ne me connaissez pas tous. Je suis Albert Tess, membre de la commune, directeur des postes. La fuite des fonctionnaires municipaux à Versailles aurait pu provoquer la pagaille. Eh bien, je voulais vous dire qu'avec l'aide des Parisiens volontaires, la commune a remis en route tous les services publics. L'eau, la voirie, les égouts, les postes et télégraphes, l'assistance publique, les pompiers. Ça y est, tout fonctionne à nouveau. Avec les gardes nationaux, les chômeurs, les blessés, les malades, les veuves, les orphelins, les indigents, la commune nourrit 300 000 personnes chaque jour. Paris gère son budget et au centime près. Ce sont les citoyens qui font fonctionner la ville. Ça, c'est très fort. La pauvreté n'est plus une menace.
Léo Frankel, ministre du Travail, en répond. La commune accorde la remise de 3 mois de loyer, la suspension des poursuites pour les échéances impayées. Les logements vacants sont réquisitionnés pour loger les victimes de bombardements et des sans-abri. Les outils de travail déposés au mont-de-piété sont restitués gratuitement. Partout, la société est en train de changer. Dans les rapports de travail, par exemple, les patrons n'ont plus le droit de mettre d'amende et autres retenues sur salaire à leurs employés. Pour la première fois, nous créons un salaire minimum. Elisabeth Mitrieff et moi, Nathalie Lemel, nous avons dirigé l'Union des femmes. Nous avons obtenu la réouverture des ateliers abandonnés par les patrons partis à Versailles. Nous ne voulons plus de maîtres, plus d'exploiteurs. Femmes, les ateliers vous appartiendront. Leur gestion sera assurée par l'Union des femmes. De plus, toutes les ouvrières ont été conviées à élire leurs représentantes à la Chambre syndicale des travailleuses. Elisabeth Mitrieff, Léo Frankel, tout ça ne sonne pas très français, hein? Nos meilleurs généraux s'appellent Dombrowski et Wroblewski. Et oui, quand un étranger offre sa force et son esprit au service d'une nation, de tous, on ne lui demande pas ses papiers. La République est universelle. Dites donc, les femmes, elles étaient actives sur ce coup-là. C'est vrai que sans les femmes, on ne peut pas faire grand-chose. Faire la révolution sans les femmes, ça n'a jamais marché. L'inégalité entre les sexes renforce le pouvoir des gouvernants. Vous n'avez pas encore compris ça, messieurs? Un travail égal, salaire égal. C'est désormais la règle dans tous les ateliers. La pension de veuve de guerre est accordée aux femmes, mariées ou non, aux orphelins, légitimes ou non. Mais c'est la reconnaissance de l'union libre. Oui, mais la commune débat du droit au divorce. Hector, je te quitte. Fais pas ça, Victorine. Moi, je vais me gêner. Vive la commune! Moi, Louise Michel, je dis aussi vive la commune. Mais le rôle des femmes est aussi de prendre le fusil comme les hommes. Hein. Notre révolution ne doit pas être vaincue. Les biens de l'Église, payés par le peuple, deviennent propriété du peuple. Et oui, citoyen curé, la commune a décrété la séparation de l'Église et de l'État. Faudra-t-il faire, curé? La commune a nommé Édouard Vaillant responsable de l'éducation. L'école est laïque et gratuite. Tous les garçons, toutes les filles, tous les enfants d'immigrés doivent pouvoir aller à l'école. Et selon le peintre Courbet, l'art doit être accessible à tous. La dignité, l'indépendance, l'égalité, c'est bon pour les artistes et pour l'art sous toutes ses formes. Les citoyens remplissent les théâtres, les musées, désormais grands ouverts par la commune. Ils y découvrent les œuvres, la culture. Et la culture, c'est pour tout le monde. Vous sentez ce parfum de liberté dans Paris? Et pour Eugène Proto, l'avocat, la justice doit être égale pour tous et accessible à tous. Plus d'arbitraire, pas de perquisition sans mandat, pas de garde à vue de plus de 24 heures. Les juges seront élus et les prisons visitées régulièrement. Et, fort majeur, on a brûlé la guillotine. Auguste, je ne savais pas tout ça. Quelle activité! C'est d'une modernité, toutes ces idées. Ben, Auguste, où partez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Les Versaillais sont en train de... Les Versaillais! Allez, débarrassez-moi de toutes ces crapules. Pour nous et pour les enfants de nos enfants, je voulais la République sociale. Je voulais que la femme soit l'égale de l'homme. Je voulais que chacun soit libre de ses opinions. Je voulais une aide mutuelle pour les ouvriers sans travail. Je voulais que tout le monde ait le droit de s'instruire et de s'épanouir. Je voulais que les pauvres se sentent dignes et protégés. Je voulais un pouvoir partagé, une démocratie authentique. J'ai voulu devenir un citoyen à part entière, dont la voix compte.
L'armée de la France est venue vous sauver. Paris est délivré. La lutte est terminée. L'ordre, le travail et la sécurité vont renaître. Quartier général, 28 mai 1871, le maréchal commandant en chef, MacMahon, duc de Magenta. Parce que vous considériez que la vie, c'est plus important que tout. Que la vie doit être vraie et non soumise. Vous, qui ne vouliez pas voir la capitale et votre pays vendu à l'ennemi. Vous, les crève-la-faim, la canaille comme on vous appelait, vous inquiétiez les gouvernants, vous étiez les empêcheurs de tourner en rond. Ils vous craignaient plus que la soumission à l'ennemi. Vous menaciez leurs privilèges, leur pouvoir. Mais leurs chasse-peaux et leurs baïonnettes ont fait merveille. Parce que vous vouliez la démocratie, la justice pour tous, la paix. Parce que vous pensiez que la République pouvait faire de la France le soutien des faibles, la protection des travailleurs, l'espérance des opprimés dans le monde et le fondement de la République universelle. Parce que vous considériez que la vie mérite qu'on vive pour elle et qu'on meure pour elle. Vous êtes morts pour vos enfants, mais vous êtes aussi morts pour nous. L'histoire finira par voir clair et dira que vous avez sauvé la République. Le grand idéal des combattants de la Commune conduira à la victoire des opprimés. 10 ans plus tard, amnistie générale. Les forçats, les exilés sont de retour. La vie a repris. Mais l'amnistie générale n'efface que les peines de justice. 146 ans plus tard, les communards sont toujours coupables de crimes au nom de la loi. Oubliez les 30 000 victimes de la répression et les 20 000 morts. Auguste, je te demande pardon. Tu seras désormais la fierté de ma famille, de mes enfants. Que faut-il faire ? Nous réhabiliter. Nous serons là, chaque 18 mars, sur cette place de l'Hôtel de Ville, jusqu'à notre réhabilitation. Les réhabiliter. Oui, il faut les réhabiliter. Les réhabiliter, vous entendez ? Il faut les réhabiliter. Avec vous, nous y arriverons. Vive la commune ! Vive la commune ! Le drapeau de l'international sur l'univers est déployé. C'est la révolution sociale. C'est la révolution sociale par le travail et la fraternité. C'est la révolution sociale. C'est la révolution sociale par le travail et la fraternité. Fils du travail obscur farouche, debout à la face du ciel, viens que ton cœur et que ta bouche proclament ton droit immortel. Plus de Paris, y a plus d'Ilote. Regarde l'avenir prochain. Plus de tyrans, plus de despotes devant le peuple souverain. Le drapeau de l'international sur l'univers est déployé. C'est la révolution sociale. C'est la révolution sociale par le travail et la fraternité. C'est la révolution sociale. C'est la révolution sociale par le travail et la fraternité.
la lune.